Nous avons combattu les Chinois pendant 1000 ans, les Français pendant 100 ans, et vous n'étiez là que 10 ans. Vous n'êtes qu'un épisode dans l'histoire millénaire d'une nation fière, le Vietnam. Une terre riche en histoire et peuplée de gens résilients qui ont affronté de nombreux défis à travers les siècles. Parmi ceux-ci, leurs efforts constants pour résister à la colonisation se distinguent particulièrement, avec des tentatives d'occupation menées par les États-Unis, précédemment par la France impériale, et avant cela par la Chine impériale. Toutes ces puissances étaient des empires dominants dans leur époque respective. Comparé à ce petit pays qu'est le Vietnam, chacune de ses forces extérieures a essayé de conquérir le peuple vietnamien. Mais chaque fois, contre toute attente, les envahisseurs sont repartis en regrettant leur décision. Nous allons prendre un chemin peu orthodoxe et commencer au milieu de notre récit, avec la colonisation française. La relation entre le Vietnam et la France commence lorsque des missionnaires jésuites établissent des bases à travers l'Asie du Sud-Est. Ces missionnaires sont souvent financés par des gouvernements européens, prétendant avoir pour but principal de propager le christianisme, mais sous cette façade, leur véritable objectif est de développer des routes commerciales durant l'âge d'exploration européen hautement compétitif. La relation entre la France et le Vietnam est donc complexe, pour le moins. La dernière dynastie vietnamienne, la dynastie Anh, accède au pouvoir grâce à l'aide militaire et financière de la France au cours du XVIIIe siècle. En retour, Nguyen Anh, fondateur de cette jeune dynastie, protège les missionnaires français, leur permettant d'opérer librement à travers le royaume. Cependant, au fil des décennies, la classe dirigeante vietnamienne commence à voir les missionnaires catholiques comme une menace politique. Par exemple, certains clans influents redoutent de perdre leur statut dans une société influencée par l'insistance sur la monogamie imposée par les missionnaires. Les missions françaises provoquent des révoltes, cherchant à installer un dirigeant catholique. Les missionnaires sont alors persécutés et expulsés, compromettant ainsi des siècles d'efforts pour obtenir un contrôle favorable sur le commerce régional. Ne pouvant atteindre leurs objectifs commerciaux via les missionnaires, les Français passent rapidement à l'action militaire. Musique, ils lancent une invasion de plusieurs décennies du Vietnam. En 1862, après 3 mois de siège des villes côtières et la capture du delta du Mécogne, la dynastie Anh capitule. Le sud du Vietnam est progressivement cédé pièce par pièce à la France sur plusieurs années. Rebaptisée Cochinchine française en 1884. Une guerre éclate ensuite entre la France et la Chine Qing pour l'influence en Asie du Sud-Est, et la victoire française aboutit à la colonisation du reste du nord du Vietnam, achevant ainsi leur longue campagne visant à démanteler la dynastie Anh. La résistance vietnamienne à la colonisation française est immédiate, farouche et persistante tout au long des 87 ans d'occupation. L'un des premiers grands mouvements d'indépendance est celui des Can Vuong, où entre 1885 et 1889, des insurgés massacrent 40 000 catholiques, dont la plupart sont des Vietnamiens soutenant les impérialistes français. Bien que les Français revendiquent avoir pacifié le Vietnam au XXe siècle, les soulèvements et rébellions ne cessent jamais. 4 organisations révolutionnaires notables émergent au XXe siècle. Le Vinam Cuc Dan Ng, parti nationaliste vietnamien, le Binan, parti Bading, le Vimin, Ligue pour l'indépendance du Vietnam, et le Hong Dng Cng SNNG, parti communiste indochinois. Les 2 dernières seront fondées et dirigées par H. Chi Minh, peut-être l'homme le plus influent de l'histoire moderne vietnamienne. Bien que les idéologies de ces groupes diffèrent, ils partagent un objectif commun, mettre fin à la domination coloniale française, puis japonaise, et obtenir l'indépendance pour le Vietnam. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France capitule devant l'Allemagne, plongeant les colonies d'Indochine dans le désordre. Avec l'expansionnisme japonais grandissant en Asie de l'Est, l'archipel voit l'occasion de prendre le contrôle des colonies tombées en Asie du Sud-Est. Le Japon, affirmant avoir libéré l'Indochine de la règle européenne, installe en réalité un contrôle militaire total sur le Vietnam, remplaçant simplement un colonisateur par un autre. En 1945, le magazine communiste populaire vietnamien publie un article intitulé « Politique du Japon ». Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu passionnant comme celui-ci. Et laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous suivez cette vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. Pirate en direction de notre peuple, décrivant de nombreuses atrocités commises par les troupes japonaises au Vietnam du Nord, y compris un pillage généralisé et systématique, des viols et des meurtres de populations civiles. Jusqu'à 2 millions de Vietnamiens meurent de faim après que les soldats japonais aient confisqué la majeure partie de la récolte annuelle de riz du delta du fleuve Rouge pour nourrir leur propre armée. Le Vietnam considère le Japon comme sa menace la plus immédiate et imminente, et malgré une longue relation précaire avec son voisin du Nord, la Chine, choisit le moindre de 2 mots en s'alliant à Chiang Kai-shek et à la République de Chine, qui partagent la même aversion pour le Japon et la France, après des décennies de guerre prolongée contre ces 2 nations. Les nationalistes chinois, engagés dans leur propre guerre civile contre les communistes dirigés par Mao, envoient des forces de guérilla indisciplinées depuis le Yunnan, commettant eux aussi leurs propres crimes de guerre au Vietnam.
Cependant, les forces chinoises jouent un rôle crucial en aidant le Vietnam à désarmer les troupes japonaises affaiblies et à empêcher le retour des colonisateurs français après la reddition du Japon. Ho Chi Minh implore alors son peuple et ses soldats de ne pas attaquer les Chinois, rassurant les masses que la présence chinoise est une solution temporaire à un problème plus grand, celui du Japon et de la France. Il capture même ceux qui attaquent les soldats chinois et les remet à l'exécution. Mais malgré ces actions, Ho fait clairement comprendre à ceux qui l'entourent qu'il croit profondément que la plus grande menace existentielle pour l'indépendance vietnamienne serait de permettre aux Chinois de s'impliquer dans la gouvernance politique vietnamienne. Il soutient l'aide militaire chinoise, mais interdit toute implication chinoise dans la gouvernance. Vous êtes des fous. Ne réalisez-vous pas ce que cela signifierait si les Chinois restaient? N'avez-vous pas retenu votre histoire? La dernière fois que les Chinois sont venus, ils sont restés pendant 1000 ans. Les Français sont des étrangers, ils sont faibles. Le colonialisme est en train de mourir. L'homme blanc est fini en Asie. Mais si les Chinois restent maintenant, ils ne partiront jamais. Quant à moi, je préférerais sentir les excréments des Français pendant 5 ans plutôt que d'avaler ceux des Chinois pour le reste de ma vie. En 1974, alors que le conflit s'éternise dans un quasi-patelin, le nombre de morts américains continue d'augmenter et l'opposition à la guerre grandit sur le sol américain. L'administration Nixon accélère alors le retrait des troupes, arguant que les États-Unis avaient mis en place le gouvernement sud-vietnamien pour qu'il puisse se défendre efficacement contre le Nord. Que les Américains aient réellement cru cela ou non reste débattable, mais la réalité est qu'ils se trompaient complètement. Pensez-vous que cela aura valu la peine, étant donné le nombre de vies perdues là-bas? Je dirais que seule l'histoire pourra juger si cela en valait vraiment la peine. Avec les États-Unis cessant d'envoyer troupes et approvisionnements au sud, les forces d'Ho Chi Minh avancent sur les territoires de la République. En 1975, les dernières troupes américaines procèdent à une évacuation massive, exfiltrant de nombreux Américains et alliés vietnamiens hors du pays. En avril 1975, avec Saigon encerclé par les troupes communistes, le président Deng Bien Minh ordonne la reddition inconditionnelle du Vietnam du Sud, mettant ainsi fin à une décennie de guerre. Mais une décennie n'est rien comparé à un millénaire. L'histoire du Vietnam est unique, avec une riche histoire autochtone avant même son exposition à la Chine. Ses origines remontent à la dynastie Ung Bng, qui, selon la légende vietnamienne, fut le premier État établi au Vietnam en 2879 avant Jésus-Christ. Cependant, lorsqu'on examine l'histoire du Vietnam, il est indéniable que la nation était étroitement liée à la Chine, au point que, comme le soulignait Ho Chi Minh, la région fut sous domination chinoise pendant près d'un millénaire, ce qui a profondément influencé la culture, les études académiques et la langue vietnamienne, intégrant le Vietnam dans la sphère sino-culturelle. Le Vietnam devint ainsi la culture la plus chinoise de toute l'Asie du Sud-Est. Par exemple, l'utilisation des baguettes, qui n'est pas universelle dans toute l'Asie du Sud-Est, illustre cette influence. Dès environ 1000 avant Jésus-Christ, jusqu'à la fin du premier millénaire après Jésus-Christ, une vaste région existait que les Chinois appelaient Baiyu ou Tsan Yue, décrivant le grand nombre d'États tribaux ethniquement situés dans ce qui est aujourd'hui le sud-est de la Chine et le nord du Vietnam. Ce terme chinois Yue, traduit en vietnamien par Viet, désigne en réalité un groupe humain non homogène. Les différentes régions possédaient leurs propres dialectes et cultures, souvent évoluant en puissants royaumes tribaux. Malheureusement, les vieux pré-chinois ne nous ont pas laissé de langue écrite connue, ce qui laisse leur histoire racontée exclusivement du point de vue chinois, qui les classifiait en un seul groupe basé sur quelques similarités culturelles, notamment leurs dents noircies, leurs visages tatoués et leurs femmes autoritaires. Nous avons ici une propriétaire, elle est très contrariée. Mais sérieusement, les Viets étaient aussi connus pour leurs compétences en navigation maritime et construction navale, permettant une diaspora vietnamienne à travers l'Asie du Sud bien avant que les Chinois ne lancent leur conquête vers le Sud. Bien que le terme Viet soit à l'origine un exonyme créé par les Chinois pour désigner les barbares du Sud, au XVIIe et XVIIIe siècle, les Viets instruits commencèrent à s'autodéfinir comme le peuple Viet, comparable à la manière dont les Britanniques appelèrent leur île Grande-Bretagne, un exonyme attribué par les Romains, Britannia en latin. En moins 221 avant Jésus-Christ, nous entrons dans le premier chapitre de la relation politique et militaire directe entre la Chine et Baiyu. Sous le règne de Qin Shi Huangdi, premier empereur de Chine, plus de 500 000 soldats impériaux sont envoyés dans la région pour civiliser les barbares du Sud. L'un des chefs de cette campagne est le général Zhao Tuo, né dans ce qui est aujourd'hui le nord de la Chine, à des milliers de kilomètres de sa terre natale. Zhao et ses hommes pénètrent dans une terre étrangère, décrivant les Viets comme ayant les cheveux courts, des tatouages, de belles épées et des compétences maritimes. En moins 210 avant Jésus-Christ, des guerres civiles éclatent et l'Empire Qin s'effondre officiellement. Zhao Tuo, apprenant le chaos qui règne dans l'Empire après avoir conquis une grande partie du sud-est de la Chine et du nord du Vietnam, saisit l'opportunité pour fonder un nouveau royaume, Nanyue, Sud-Viet.
Il se proclame empereur de ces nouvelles terres du Sud. L'ordre des mots du nom du royaume revêt une importance politique significative. En 1802, lorsqu'Enghien Phucan, fondateur de la dynastie Nguyen, demanda à l'empereur de Chine de lui accorder le titre de roi de Nanu ou Nan Viet en vietnamien, l'empereur refusa, car le royaume antique de Nanu incluait une grande partie du sud-est de la Chine moderne. Cela aurait pu donner l'impression que la dynastie Nguyen prétendait aux terres chinoises. À la place, l'empereur inversa l'ordre des mots, accordant à Nguyen le titre de roi de Vinam, qui deviendra le nom du pays jusqu'à nos jours. Revenons 2000 ans en arrière. Le succès de Zhao Tuo dans le maintien de son règne sur le sud peut être largement attribué à sa volonté d'allier les chefs locaux et de permettre aux Viets de continuer à pratiquer leurs coutumes locales. Zhao lui-même épousa une femme vietnamienne et encouragea ses soldats et colons chinois à faire de même. Les historiens considèrent la fondation du royaume de Nanu comme l'incorporation officielle des Viets dans l'arène géopolitique chinoise directe. Bien que Nanu soit administré par les Chinois, il constituait une minorité ethnique dans la région, même dans les provinces du Fujian et du Guangdong, sans parler du sud actuel du Vietnam. La majorité de la population restait ethniquement vietnamienne. Avec si peu de Chinois dans Nanu, le mode de vie moyen des citoyens vietnamiens changea peu. Il est discutable de savoir si le Vietnam était indépendant de la Chine durant cette période. D'une part, les Viets ne répondaient pas directement au gouvernement impérial central de Chine, mais d'autre part, une classe dirigeante ethniquement et culturellement chinoise existait bel et bien. L'indépendance de Nanu en tant que royaume fut de courte durée, car la dynastie Han. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir encore plus de contenu passionnant comme celui-ci. Et n'hésitez pas à commenter pour me dire d'où vous suivez cette vidéo. Merci infiniment pour votre soutien. Un combat amer s'engage lors de la première guerre d'Indochine alors que les troupes françaises reprennent le contrôle du Vietnam au nord. En 1949, Mao proclame la République populaire de Chine après avoir vaincu les nationalistes de Chiang Kai-shek, et la Chine devient officiellement une nation communiste, ce qui profite grandement à Ho Chi Minh dont le parti est également communiste. Alors, sommes-nous devenus meilleurs amis? Oui, la Chine communiste soutient fermement un Vietnam indépendant, aide à financer la guerre de Ho contre les forces françaises et autorise régulièrement les troupes vietnamiennes à se retirer derrière les frontières chinoises. À ce stade, le Vietnam se divise en deux entités politiques et militaires distinctes. Le Viet Minh au nord, soutenu par la Chine et l'Union soviétique, et le régime Bao Dé au sud, soutenu par les puissances occidentales, notamment les États-Unis. La bataille de Dien Bien Phu en 1954 aboutit à une victoire décisive pour le Viet Minh, marquant la fin de la domination coloniale française au Vietnam et la signature des accords de Genève. Ces derniers divisent le Vietnam le long du 17 parallèle, créant une république démocratique du Vietnam communiste au nord et une république du Vietnam anticommuniste au sud. Les États-Unis augmentent leur aide militaire et leur soutien stratégique au Vietnam du Sud, posant ainsi les bases pour de nouveaux conflits alors que nous entrons dans la saga de la guerre contre l'occupation américaine. Bien que le conflit américain puisse être perçu différemment de ceux avec la France et la Chine, car les États-Unis n'avaient pas nécessairement pour objectif de coloniser le Vietnam, mais plutôt d'empêcher la propagation du communisme en Asie selon la théorie de l'effet domino, les forces nord-vietnamiennes attaquent les navires de guerre américains, poussant le Congrès à adopter la résolution du golfe du Tonkin, accordant au président Lyndon B. Johnson l'autorité pour escalader l'implication militaire américaine au Vietnam. Lorsque le combat commence, les États-Unis utilisent les tactiques militaires les plus avancées de l'époque, supposément bien meilleures que celles des Nord-Vietnamiens, incluant des armes supérieures, une force aérienne et navale dominante, ainsi que l'utilisation d'armes chimiques. Comment le pays le plus puissant et technologiquement avancé au monde ne pourrait-il pas facilement écraser un groupe militant du tiers-monde? Pourtant, malgré de nombreuses campagnes réussies dans le Nord, les nordistes se révèlent difficiles à vaincre grâce à des tactiques de guérilla extrêmement efficaces dans les jungles denses et les montagnes, ainsi qu'à des réseaux souterrains étendus qui leur permettent de se retirer. Ces tactiques permettent aux Viet Cong de user les forces américaines et sud-vietnamiennes mieux équipées tout en minimisant leurs propres pertes. Le Vietnam bénéficie également d'un soutien significatif parmi la population rurale, exploitant les griefs contre le gouvernement sud-vietnamien, notamment la corruption et les inégalités socio-économiques, pour gagner du soutien et recruter des combattants. Cette période voit plusieurs grandes opérations militaires offensives, telles que l'offensive du TT, où les forces nord-vietnamiennes lancent des attaques coordonnées et surprises pendant les célébrations du TT, visant des villes et installations militaires à travers le Vietnam du Sud. Bien que coûteuse militairement pour les communistes, cette offensive choque l'opinion publique américaine et sape le soutien à la guerre. Cette guerre est également la première à grande échelle à être largement couverte par les médias. Les reportages télévisés amènent la brutalité de la guerre directement dans les salons des gens, influençant des millions à travers le monde à militer pour la paix. Les accords de Paris sont signés, menant à un cessez-le-feu et initiant le retrait des troupes américaines du Vietnam. Cependant,
Les combats continuent entre les forces nord-vietnamiennes et le gouvernement sud-vietnamien, les deux parties violant l'accord de cessez-le-feu, entraînant des affrontements sporadiques jusqu'à. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu captivant comme celui-ci. Et laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous suivez cette vidéo. Merci infiniment pour votre soutien. La dynastie Han émerge comme le nouveau pouvoir dominant en Chine après la chute de la dynastie Qin. Le trisaïeul de Zhao Tuo, l'empereur Xiao Qing, surveille attentivement la croissance continue de la puissance hanais, comprenant les signes des temps, cherche à intégrer officiellement son royaume à l'empire chinois. Il envisage de renoncer à sa couronne et de se soumettre à l'empereur Han, mais avant qu'il ne puisse agir, Zhao est assassiné par son premier ministre, Luya, un séparatiste zélé qui prend le pouvoir. Furieux par la trahison de Luya, qui a ruiné toute perspective d'une annexion pacifique de Nanyue, l'empereur Wu dépêche 100 000 soldats impériaux vers le sud. En moins d'un an, ils détruisent rapidement les forces de Nanyue, instaurant ainsi la domination Han sur toute la région, mettant fin à 93 ans d'indépendance de Nanyue. Luya fuit encore plus au sud et est capturé dans ce qui est aujourd'hui le nord du Vietnam. On lui attrape le cul et on envoie sa tête à l'empereur Han. L'empereur Wu est tellement ravi de ce cadeau qu'il fonde une nouvelle préfecture sur les terres où il voyageait à ce moment-là, la nommant Huiya, ce qui signifie « capturer Luya ». Ce nom reste encore aujourd'hui. Avec la Chine Han fermement en contrôle de Nanyue, le Vietnam entre dans ce que l'on appelle la première ère de la domination du Nord. Bien que les campagnes de Zhao aient introduit quelques éléments de culture chinoise, l'intégration complète de Nanyue dans l'Empire Han marque un changement radical. Des réfugiés chinois, des fonctionnaires, des marchands, des savants, des bureaucrates, des fugitifs et des prisonniers de guerre affluent dans le Vietnam à un rythme sans précédent. Les commanderies chinoises sont établies au nord du Vietnam, facilitant les opérations militaires et protégeant les migrants chinois. Si les dirigeants chinois de l'ancien royaume de Nanyue permettaient généralement aux nobles vietnamiens de conserver leurs terres et d'administrer la loi selon leur bon vouloir, l'arrivée des fonctionnaires impériaux entraîne la confiscation des terres les plus fertiles, qui sont redistribuées aux colons chinois. La dynastie Han devient de plus en plus agressive dans son assimilation du Vietnam, réalisant la valeur stratégique du delta du fleuve Rouge, non seulement pour ses terres extrêmement fertiles, mais aussi pour son rôle crucial comme passage fluvial essentiel pour le commerce avec Rome, l'Inde et le reste de l'Asie du Sud-Est. Avant la colonisation chinoise et l'introduction des valeurs confucéennes, le Vietnam était une société matriarcale de chefs, où les femmes occupaient des postes de pouvoir significatifs. Petit fait amusant, le Vietnam d'aujourd'hui compte l'un des taux d'entrepreneuriat féminin les plus élevés au monde, témoignant de cette culture matriarcale profondément enracinée. Cependant, au fil des décennies, l'influence chinoise commence progressivement à éroder le statut des femmes dans la région. En l'an 40 après Jésus-Christ, les Chinois font connaissance violente avec l'esprit indomptable et la vengeance des femmes vietnamiennes. Le gouverneur chinois de Jiao, actuel nord du Vietnam, est notoire pour sa cruauté envers les Viets. Il obtient de grands succès dans la sinisation du nord du Vietnam au cours du 1er siècle, allant jusqu'à décapiter Tisach, un seigneur local, sans procès. Cet acte se révèle être une erreur monumentale, car la veuve de Tisach, TRNG-TRC, agit rapidement, accompagnée de sa jeune sœur TRNG-NH. Les sœurs TRNG organisent une rébellion contre la dynastie Han, débutant dans le delta du fleuve Rouge et s'étendant à travers une grande partie du nord du Vietnam et même dans certaines parties du sud-est de la Chine moderne. Lorsque les nouvelles atteignent le commandant chinois, celui-ci sous-estime la capacité des femmes à réussir en matière de guerre. Un à un, les colonies chinoises sont envahies, et au sommet de leur rébellion, les sœurs conquirent 65 cités. TRNG-TRC est proclamée reine. Le commandant est contraint de fuir au nord, humilié et déshonoré. En 42 après Jésus-Christ, la cour impériale Han dépêche 2 de ses généraux les plus décorés pour réprimer la rébellion, soulignant ainsi l'importance cruciale du delta du fleuve Rouge pour les Chinois. Après près d'un an de combat, les sœurs sont capturées par les forces Han en 43 après Jésus-Christ. Et leurs têtes sont envoyées à l'empereur. Malheureusement pour le peuple vietnamien, bien que la rébellion des sœurs TRNG ait gagné le respect et l'attention de la Chine, elle marque un tournant majeur dans l'histoire du Vietnam. En réponse, la Chine Han frappe avec une main de fer. Des dizaines de milliers de Viets sont exécutés. Les traditions locales vietnamiennes sont interdites, et même les tambours en bronze laque, symbole d'autorité des chefs vietnamiens, sont fondus pour fabriquer une statue de cheval géante, symbole de la haute culture chinoise et de la conquête militaire, offerte ensuite à l'empereur de Chine. Les commanderies sont fortement militarisées, et la population locale est soumise à des impôts lourds pour financer ses campagnes. Ceux qui refusent d'abandonner leurs traditions vietnamiennes et d'embrasser la culture chinoise sont passés par les armes. Aucune autre rébellion d'envergure n'éclatera au Vietnam pendant les 4 siècles suivants, marquant le début de la deuxième ère de la domination du Nord. Pendant la période des dynasties du Nord et du Sud en Chine, l'Empire chinois se divise en plusieurs royaumes.
tous compétant constamment pour la suprématie en Asie de l'Est. L'unité empire est désormais confrontée à des guerres civiles et à des troubles internes, si bien qu'aucun royaume chinois ne peut revendiquer une domination incontestée sur le Vietnam pendant de longues périodes. Durant cette époque, cette dynastie chinoise différente prétend au contrôle du Vietnam, tout ayant affronté au moins 6 rébellions majeures contre la règle chinoise. Les royaumes chinois fragmentés sont plus faibles et doivent maintenir leur autorité sur les populations locales grâce à des alliances politiques avec l'élite vietnamienne. Parmi eux, Li Bon, un noble vietnamien d'ascendance chinoise, bien que sa lignée ancestrale soit présente au Vietnam depuis des siècles, est furieux contre la dynastie Liang de Chine, les dirigeants du Vietnam, pour leur corruption et leurs lourds impôts. Malgré ses origines chinoises, Li Bon déteste les politiques d'assimilation agressive contre les Viets. Voyant une opportunité dans la division de la Chine, Li Bon organise une rébellion qui gagne rapidement en puissance. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir encore plus de contenus passionnants comme celui-ci. Et laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous suivez cette vidéo. Merci infiniment pour votre soutien. Alors que ses forces remportent plusieurs victoires précoces contre les troupes chinoises et prennent le contrôle de territoires stratégiques, l'armée de Li Bon emploie des tactiques de guérilla, exploitant le terrain accidenté du nord du Vietnam pour contourner et vaincre des forces chinoises bien plus nombreuses. Ce sont exactement les mêmes tactiques que celles utilisées par le Viet Cong des siècles plus tard pour combattre les Américains dans la même région. La rébellion culmine dans une victoire décisive contre les forces de la dynastie Liang, entraînant l'expulsion des autorités chinoises du nord du Vietnam. Avec l'établissement d'un royaume indépendant, Li proclame sa royauté et fonde le royaume de Vien Xuan, marquant ainsi la fin de la deuxième ère de la domination du Nord. Pendant cette période, 3 dynasties impériales chinoises, Sui, Wu et Tang, règnent sur le nord du Vietnam. Au moins 4 rébellions, Viet majeures éclatent durant cette époque. À la fin du X siècle, alors que la dynastie Tang s'affaiblit, les chefs locaux vietnamiens gagnent en audace. En 880, la ville fortifiée de Jiaozi est prise d'assaut, forçant le commissaire militaire chinois à fuir, mettant ainsi fin au contrôle chinois dans le Vietnam. Cela marque la fin de la 3e ère de domination. Le pouvoir est transféré à une nouvelle classe dirigeante ethniquement mixte composée de Chinois et de Vietnamiens. À ce stade, le Vietnam est une région extrêmement diversifiée, abritant divers groupes parlant des langues kradais et austro-asiatiques, ainsi que des populations sinoïdes. Les familles les plus puissantes sont d'ascendance chinoise, mais avec l'absence de ressources impériales venues de Chine, des familles comme les Ng, qui ont moins d'origine chinoise et davantage de racines autochtones, parviennent à regagner une part significative de pouvoir sous le contrôle local vietnamien. H qui lit dépose et massacre la maison TRN avant de s'emparer du trône, renommant Yivian Yengu. Un prince TRN NHT-Du, s'enfuit à la capitale Ming de Nanjing. Le Vietnam, ayant longtemps entretenu des relations loyales en tant qu'État vassal de la Chine Ming, demande de l'aide et 215 000 troupes Ming partent pour lancer une invasion. Elles capturent les 2 capitales et d'autres villes importantes du delta du fleuve Rouge, défaisant rapidement l'armée de H. Malheureusement pour la maison TRN, ils ne se rendaient pas compte que demander l'aide chinoise pour déloger leurs usurpateurs entraînerait un séjour indéfini des troupes chinoises au Vietnam. La dynastie Ming rebaptise le nord du Vietnam Jiaozi, le nom que la dynastie Han avait donné à la province un millénaire plus tôt, réaffirmant ainsi la domination chinoise sur le Vietnam. Les membres survivants de la famille TRN, réalisant leur erreur d'avoir invité les Chinois dans la région, organisent immédiatement des soulèvements soutenus par des nationalistes vietnamiens locaux. Bien que souvent infructueux, beaucoup meurent en tant que martyrs nationaux sous les coups des forces Ming. Lê Ly, un noble vietnamien, tente également en vain de soulever une rébellion contre les forces Ming. Toutefois, les conflits incessants initiés par ses prédécesseurs TRN, ainsi que ceux menés par les populations locales du Vietnam, créent une immense pression financière sur la cour Ming. Les registres de la cour indiquent que la Chine tirait bien plus profit d'un système tributaire stable avec le royaume de Yivi que de maintenir un contrôle militaire direct sur Jiaozi, et commence donc à rediriger les ressources loin de la colonisation du Vietnam. En 1427, Lê Ly rassemble 3000 rebelles et surprend les forces chinoises mal équipées, infligeant une défaite cuisante à une armée Ming comptant 30 000 hommes. Cette incroyable victoire est grandement due au soutien des populations locales du delta du fleuve Rouge, qui préfèrent généralement les rebelles de Lê Ly aux forces Ming. Lê Ly restaure le royaume de Yivi et est reconnu comme roi par l'empereur de Chine, en échange d'un retour au système tributaire entre la Chine et le Vietnam. Cela marque la fin de la dernière ère de domination nordique, mettant ainsi fin à plus d'un millénaire et demi de contrôle chinois direct sur le Vietnam. Malheureusement pour le peuple vietnamien, l'influence étrangère entraînera un thème récurrent de divisions internes, avec des Vietnamiens tuant des Vietnamiens en raison de soutiens variés à différents groupes politiques, qu'il s'agisse des colonisateurs français ou chinois contre les insurgés indépendantistes, ou des communistes contre les capitalistes.
Un nombre incalculable de Vietnamiens perdront la vie chaque fois que l'influence étrangère pénétrera dans la région. Malgré tout cela, la nation et son peuple ont montré une résilience incroyable et une capacité à surmonter l'adversité, même face à 3 des empires les plus puissants que le monde ait jamais connus, prouvant encore et encore que David peut battre Goliath. En regardant en arrière, il n'est guère surprenant que le Vietnam soit aujourd'hui l'une des nations les plus dynamiques et en croissance rapide au monde. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir encore plus de contenus passionnants comme celui-ci. Et laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous suivez cette vidéo. Merci infiniment pour votre soutien.